Alors, on poursuit nos échanges avec la députée de Lapinière. Alors, ma question porte sur le programme d'allocation personnalisée pour les soins en RPA qui devait, selon le plan d'action La fierté de vieillir, l'objectif était qu'il y ait 100 d'utilisation. C'était la cible prioritaire numéro 9. Maintenant, il y a environ 125 personnes à la fin de l'année 2024 qui utilisaient ce programme. Et en interpellation, Madame la ministre, vous aviez reconnu que ça ne fonctionnait pas bien partout. Alors, est-ce que votre vision du programme a évolué et qu'est-ce que vous comptez faire pour corriger le tir? En fait, je veux revenir sur la question du financement. On avait annoncé dans le cadre des budgets antérieurs un montant de 200 millions sur 5 ans. Donc, ce n'est pas des nouveaux budgets cette année, mais cet argent-là est disponible et elle va pour le développement de l'allocation personnalisée. C'est une mesure qui est extrêmement importante. L'année dernière, nous avons révisé ce programme-là et ce programme-là n'atteint pas les objectifs. J'ai donc demandé au ministère de réviser le programme. Il y a eu un travail qui a été fait avec le regroupement des RPA. Je suis tout à fait consciente que ce programme ne répondait pas à la grande majorité des RPA. Donc, on est en train de les réviser et d'ici quelques jours, on sera en mesure d'annoncer une nouvelle mouture du programme de RPA pour bien utiliser nos montants d'argent qui sont réservés et qui sont prévus pour aller dans ce programme. Il y a des initiatives un peu partout au Québec qui fonctionnent. On s'est appuyé là-dessus. Et donc, essentiellement, ce qu'on souhaite, c'est de diminuer les critères pour avoir, pour l'octroi de ce financement-là. C'était initialement pour les personnes ayant un profil 10 et plus et pour les unités de soins de 30 et plus. Alors là, on descend vraiment le critère pour que ce soit en fonction des besoins des personnes. Est-ce que je comprends que vous vous inspirez de certains CIS qui ont fait un programme régional d'allocation directe aux aînés et c'est ce qu'on va apprendre dans quelques jours. Merci. Maintenant, le 31 mars, vous avez mis fin au programme de modernisation des installations. C'était un programme qui aidait les RPA à financer des petites mises aux normes et ce programme-là avait sauvé certaines RPA de la disparition. Puis, on sait que l'excès de réglementation rend les loyers de moins en moins abordables en RPA, ce qui compromet la pérennité des milieux de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire où en sont les travaux d'assouplissement du règlement de la certification des RPA? Oui. Bien, en fait, deux choses, là. Vous savez qu'on soutient les RPA depuis plusieurs années dans différentes mesures. Je ne veux pas les citer, là, je sais que vous les connaissez, mais la mesure du programme de modernisation n'était pas une mesure qui était énormément utilisée. On s'est questionné sur cette mesure-là, puis on a décidé d'y mettre fin pour pouvoir renforcer les autres mesures qui vont pour l'allocation personnalisée, mais qui vont aussi pour la transition salariale, les assurances, les gicleurs. Donc, c'est quand même beaucoup d'investissements. Puis on a décidé de concentrer les budgets disponibles qui sont alloués au RPA. Ce programme de modernisation, là, vraiment tirait vraiment à sa fin. On avait de moins en moins de demandes. Les projets qui ont été initiés dans la dernière année vont être honorés. Ceux qui n'avaient pas débuté, là, mais ceux qui... Donc, leurs projets avaient été autorisés et qui sont donc enclenchés. Ces projets-là vont être financés. Et est-ce que la réglementation de certification des RPA va être assouplie ou simplifiée? OK. Là, concernant la certification, on est en discussion, naturellement, là, du côté de Santé Québec. Je ne sais pas si vous voulez que Mme Biron puisse vous répondre à ça, mais... Bien, oui, je consentirais à ce que Mme la PDG, si on a une réponse rapide à savoir où en sont les travaux, est-ce qu'on a une date, un objectif pour assouplir cette réglementation? Alors, je comprends que consentement, Mme Biron, ce serait possible de vous nommer, s'il vous plaît, votre titre pour répondre à la question brièvement. Merci, Mme la Présidente. Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Santé Québec. Bien, écoutez, tout d'abord, je dois vous dire qu'on demeure pleinement engagé à soutenir les résidences privées pour aînés, peu importe leur taille.
Évidemment, les normes, comme vous le mentionnez, et les problèmes de certification amènent quelques questionnements. C'est un travail qu'on va faire en collaboration avec le ministère et donc il n'y a pas de date précise, mais c'est en discussion présentement pour voir comment on peut soutenir, dans le fond, les RPA et pouvoir, dans le fond, les aider à demeurer un milieu de vie engageant pour les citoyens. Merci. Maintenant, toujours pour les RPA de catégorie 3, il y en a plusieurs qui n'auront pas installé d'ici l'échéance du 15 juillet les dispositifs de sécurité pour contrer les problèmes d'errance. Alors ça, c'est un article du règlement sur la certification des RPA. Et ça peut représenter des coûts de 25 000 $ pour une petite RPA ou plus de 100 000 pour une grande. Et c'est que les RPA ne sont pas toutes des milieux où les personnes qui résident ont besoin d'être surveillées ou ont des problèmes d'errance. Alors, si la réglementation ne change pas et qu'il y a une obligation d'installer et qu'il n'y a pas d'aide financière, est-ce qu'on va assister à une nouvelle vague de fermeture de RPA en raison de cet article qui exige l'installation de dispositifs de sécurité pour contrer l'errance? Oui. En fait, c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est un enjeu. L'année dernière, on avait retiré la catégorie 2 de l'obligation de mettre les dispositifs d'urgence. Et pour la catégorie 3, on avait donc mis une date que vous avez mentionnée tantôt. Il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi à installer leur dispositif. On est au courant de la situation, donc on est en train d'examiner avec chaque situation du cas par cas. Maintenant, faut être très prudent par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas une RPA qui est configurée exactement de la même façon. Et puis, il faut assurer la qualité puis des services, puis la sécurité des services. Donc, on ne retirera pas cette obligation. Maintenant, on va voir comment on peut accompagner les RPA concernés. Alors, on fait ce travail avec le ministère et avec Santé Québec. Mais la date du 31 mars, là, naturellement, on va repousser encore de quelque temps, le temps de bien examiner la situation de chacune des RPA concernées. Merci. Parce que dans 95 % des cas, les aînés ne sont pas en perte d'autonomie. Alors, c'est sûr, mais le 5 % des cas qui est en perte d'autonomie, il ne faudrait pas qu'il arrive un accident. Mm-hmm. Maintenant, Madame la ministre, je vais aller sur une question. Tout à l'heure, on a parlé de reconstruction de CHSLD. Il y a un article qui a paru cet après-midi à 15h25 de Madame Sioui dans Le Devoir, où on apprend que c'est maintenant plus d'1 million de dollars la chambre en maison des aînés parce que les prix ont explosé. Alors, on dit aussi que pour les reconversions de certains CHSLD, ça se fait sous la barre du $1 million par porte. Alors, la question que j'ai, c'est pourquoi avoir choisi de mettre sur pause 8 CHSLD, les 8 dont on parlait tout à l'heure, qui, même si les coûts explosent, coûtent quand même moins cher, d'après l'information qu'on a là, par porte, que les maisons des aînés qui sont à venir, qui ne sont pas encore construites. Bien, j'apprécie votre question, mais à chaque fois, ça vient me chercher, puis c'est pas personnel à vous. Mais au Québec, on aime ça parler des maisons des aînés, puis que ça coûte cher, puis que ça coûte donc cher, les maisons des aînés, puis c'est le coût par chambre. On fait pas la même chose avec les hôpitaux. Je ne ferai pas ça, naturellement. Je suis ministre déléguée à la Santé, mais je vais vous dire que c'est assez tentant. Parce que quand on parle de coûts par chambre, là, une maison des aînés, ce n'est pas juste des chambres, là. C'est vraiment une infrastructure importante pour permettre aux aînés qui sont là d'y rester jusqu'à la fin de leur vie, puis y compris s'il y a des périodes d'hospitalisation, puis y compris s'il y a des périodes de pandémie. Fait que là, j'arrête tout ça pour dire que la phase 1, la moyenne provinciale, puis je suis prête à donner toutes les informations que je vois sur mon iPad, est à 800 000 la porte. Ça, c'est la moyenne provinciale.
OK? Alors, pour vous donner des exemples, là, à Roberval, on est à 654 000. Mais c'est sûr qu'à Val-d'Or, puis sur la Côte-Nord, on est à 900 000 parce que c'est l'éloignement. Donc, il y a un coût lié à ça. Fait que retenons que la moyenne provinciale est à 800 000. Ça, c'était la phase 1. La phase 2, puis oui, il y a un article qui est sorti 1 heure avant les crédits. C'est toujours intéressant de voir ça, là. Quel timing. Mais là, on est à 1,1 million. Mais là-dedans, je veux juste vous dire, je ne veux pas en rajouter une couche, là, mais il y en a qui sont à 1,5 million la porte. Fait que c'est clair que, comme ministre, là, je regarde ça puis je dis « wow, on va examiner tout ça ». Mon objectif, c'est pas que ça coûte de plus en plus cher, là. Mon objectif, c'est on a créé un beau modèle d'hébergement au Québec pour nos aînés. Maintenant, on est capable de faire mieux que ça. Puis je donne l'exemple des îles de la Madeleine, puis j'avais eu l'occasion d'en discuter avec le député. C'était sorti à presque 2 millions la porte. La raison de l'éloignement et tout ça, mais on peut faire d'autres choses qui vont quand même bien répondre aux besoins des personnes âgées. Fait qu'on va le faire avec les communautés. Puis je veux quand même juste vous dire, là, l'article de cet après-midi, là, il y a des maisons des aînés dans des territoires autochtones, très, très, très éloignés. Bien, écoutez, c'est sûr que ça ne coûtera pas 400 000 la porte, là. Il faut que les personnes qui vont travailler là, les ouvriers, il faut les transporter, il faut les héberger. Alors, c'est des coûts. C'est pas le coût par chambre, là. C'est le coût de construction de tout ça. Alors, je m'arrête là, mais on ne fera pas des maisons des aînés à 1,8 million la porte. Les prochains qui vont sortir, je vais toutes les regarder. Fait que j'avise la SQI, là, on va travailler ensemble parce que c'est important. C'est vraiment important. Alors, voilà. Merci, Madame la ministre. Je sais que ça vient vous chercher quand on parle de maison des aînés. L'objectif, c'est de tenter d'avoir d'hébergement pour répondre à la demande. Donc, plus ça coûte cher, moins on peut répondre à la demande parce que l'enveloppe, elle est limitée. Alors, souvent, ce que les aînés me disent, c'est qu'on n'a pas besoin d'aussi vaste. On se contenterait de moins pour avoir une place. Alors, c'est de là que viennent les questions qui font souvent la différence entre CHSLD et Maison des aînés. Maintenant, vous savez que plusieurs organismes se sont réunis pour former l'Alliance québécoise des milieux de vie pour les aînés. Et ils demandent une chose qui me semble assez intéressante, d'avoir une planification sur 10 ans des besoins et des services à offrir aux aînés, que ce soit le soutien à domicile, que ce soit du logement, de l'hébergement avec les soins. Parce que quand les régions peuvent savoir que dans telle ou telle région, on prévoit qu'il y aura tel besoin en fonction de la population locale, ça peut aider à construire, admettons, des ressources intermédiaires ou ça peut aider à répondre aux différents appels d'offres. Alors, est-ce que ce serait possible, quel que soit le moyen que vous privilégiez, d'avoir une planification des besoins et des services à offrir qui pourraient permettre aux gens de s'organiser pour peut-être offrir des possibilités qui coûteraient moins cher et qui répondraient davantage? Oui, écoutez, j'accueille favorablement là, cette alliance parce qu'on va travailler avec eux. Puis vous savez, comme gouvernement, on a misé sur les maisons des aînés parce que c'était des CHSLD. Il ne faut pas oublier que c'est le modèle de CHSLD, puis c'est ce qu'on avait de besoin au Québec rapidement, le plus rapidement possible, pour décongestionner nos centres hospitaliers. Maintenant, quand on se projette dans le futur avec le vieillissement de la population, maisons des aînés ne répondront pas à tous les besoins. Et puis, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ce n'est pas tous les aînés qui ont besoin d'aller en maison des aînés. Ce sont des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont besoin de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a les ressources intermédiaires on doit vraiment s'asseoir avec les ressources intermédiaires parce que ce sont des ressources qui peuvent offrir des milieux d'hébergement avec des soins et de l'accompagnement qui peuvent répondre à beaucoup de besoins. Il y a tout le volet des CHSLD privés conventionnés, puis ils ont la capacité aussi, certains d'entre eux, de pouvoir construire. Alors, on va regarder dans ce que j'appelle la phase 3. Certains milieux auront des maisons des aînés, mais il va falloir diversifier.
Donc, la projection que nous estimons en fonction de tous les rapports d'experts qui ont été faits est de pouvoir Merci, travailler Madame la entre ministre.